J'habitais dans un petit village, on était 50 habitants, et jusqu'à mes 11 ans, on n'avait pas internet. Si un jour ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, mais je veux que ce soit, et que ça reste que du kiff. C'est instable, on peut pas faire que du pic ou que ça varie. Et du coup, quand ça monte, ça va, on se sent invincible. Mais quand ça descend, on se dit ça y est, mon monde s'écroule, là, c'est la fin du monde. Avec du feedback, je m'aperçois que quand moi je me fais kiffer, souvent c'est ce qui fait le plus de vues. Et du coup, ils m'ont fait comprendre, ils m'ont dit c'est soit les vidéos, soit la police. J'ai gardé les vidéos. Avant de passer au podcast, si toi aussi t'as pas le temps pour créer du contenu vertical alors que c'est primordial pour se développer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Nexus Clip est la solution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les longues vidéos, détecter les moments clés et créer automatiquement des clips courts au format vertical accompagné de sous-titres animés. Parfait pour pouvoir créer du contenu court engageant. Pour cela, c'est très simple. Tu as juste à créer un compte, sélectionner ta vidéo en question et Nexus Clip se charge de créer tous les verticaux les plus engageants possibles. Tu peux même driver ses recherches. Exemple tout bête, retrouve-moi le moment où je parle des techniques de vente les plus importantes. Et Nexus Clip te sortira les meilleurs verticaux possibles et engageants sur la thématique que tu viens de demander. Nexus Clip fait littéralement le travail à ta place et te fait gagner des heures. Si ça, c'est pas royal, et évidemment, on a une réduction pour toi, utilise le code créateur, ce qui t'offrira 10% de réduction sur l'offre mensuelle. Le lien est dans la description. Allez, on est parti pour ce podcast et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Tom ASMR, un des plus anciens créateurs de contenu sur l'ASMR puisqu'il fait des vidéos depuis plus de 7 ans. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes qui suivent Tom sur TikTok et sur YouTube. On va discuter ensemble de son parcours et de sa passion. C'est parti. Nouvel épisode de Créateurs de succès, un petit peu spécial parce qu'on est avec Tom aujourd'hui de la chaîne Tom ASMR et une chaîne qui a rencontré le succès avec des vidéos ASMR. On est avec Rekoba aussi. Bonjour à tous. Salut. Très content d'être dans une nouvelle niche, encore une fois. Donc, je vois que les abonnés commencent à kiffer, qu'on voyage un peu partout, donc ça fait plaisir. Ouais, en tout cas, merci de m'avoir invité. Ça fait super plaisir d'être là avec vous ce soir, aujourd'hui. Tom en direct de Montpellier. Alors, Tom, j'ai déjà une question pour toi. Dis-moi tout. Quand t'es venu l'idée de faire une chaîne ASMR, est-ce que t'as vu un potentiel là-dedans? Est-ce que tu t'es dit que j'aime bien faire ça? Comment ça s'est passé au départ? Alors, au départ, j'ai commencé, j'avais 12 ans, l'ASMR. Ah. Donc, au début, il n'y avait pas de monétisation, il n'y avait rien du tout. Je faisais ça parce que quand tu regardes l'ASMR, au début, c'est un peu bizarre. Tu fais, c'est bizarre, tu vois. Est-ce que je suis fou? Est-ce qu'il y a que moi qui aime bien? Puis après, au bout d'un moment, tu commences à apprécier. Tu dis, ouais, je comprends le concept du truc. Et après, je me suis dit, mais pourquoi moi, je ne ferais pas? Du coup, j'ai commencé à faire de l'ASMR, j'ai commencé à tourner, à prendre une petite caméra et tout. Mais quand j'avais 12 ans, donc ça remonte, aujourd'hui j'en ai 26, donc ça remonte à quelques temps, on n'était pas beaucoup à faire ça en France. Donc je fais partie, on va dire, entre guillemets, des premiers en français qui font ça. Et donc je suis arrivé à me faire une petite communauté. Mais je t'avoue que je ne regardais pas du tout les stats, ni les vues, je faisais ça juste pour faire kiffer et faire kiffer les autres, c'est tout. Mais comment à 12 ans on se dit je me lance, je fais de l'ASMR, comment tu fais niveau matos, tout ça, enfin à 12 ans, comment tu te dis tout ça? Pour donner une idée, j'habitais dans un petit village, on était 50 habitants et jusqu'à mes 11 ans on n'avait pas internet. C'est à peine si des fois on a l'électricité. Et le jour où on a eu internet, si tu veux, moi j'ai pas connu, il y a des potes à moi qui me disent ah tu te rappelles de MSN et tout, j'ai pas connu. Moi je suis arrivé directement à Skype en fait, parce que j'ai internet à 12 ans, avant j'avais pas internet. Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit mais attends, mais moi aussi je veux faire des vidéos comme tout le monde, tu vois, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai pris je crois que c'était un vieux téléphone à l'époque, et j'étais assez intéressé par la photographie avant. Donc, je me servais des micros qu'il y avait sur les appareils photo, donc c'était pas du tout adapté, mais je me servais de ça pour enregistrer mes sons, enfin, bon, c'était très rudimentaire. Mais il y avait un charme, on va dire, le charme du début. Je te prends un petit peu au dépourvu, mais pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est que de la ASMR, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu vite fait qu'est-ce que c'est? Alors l'ASMR, en fait, c'est pas un truc qu'on a inventé, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Tout le monde, on va dire, est réceptif à l'ASMR. Et en fait, le but de l'ASMR, c'est de se relaxer avec des sons, avec des bruits. Et le plus cliché, le plus connu, ça va être les bruits de bouche, que les gens aiment ou surtout aiment pas. Mais en soi, l'ASMR, c'est vaste. Ça peut être de la musique, ça peut être... Il y a beaucoup de gens qui s'endorment devant leur télé, et puis dès qu'on éteint la télé, ça les réveille. Parce qu'en fait, ils sont connectés avec le son. Ils s'endorment avec le son de la télé. Si quelqu'un regarde la télé sans le bruit,
il pourra pas s'endormir devant la télé. Donc en fait, l'ASMR, c'est vraiment autour de nous, partout. Et nous, l'idée, c'est de recréer une ambiance agréable, relaxante, pour favoriser le sommeil de la personne. Et c'est une question peut-être bête qui me vient comme ça, mais je suppose que du coup, vu le nombre de vues qu'il y a, etc., le nombre de passionnés qu'il peut y avoir autour de la SMR, même de créateurs, est-ce qu'il y a des événements autour de ça? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des exemples d'événements, d'activités qu'il peut y avoir autour de ça? Alors les événements, c'est pas comme des influenceurs ou des créateurs de contenu, on va dire divertissement. Nous, on a déjà fait des rencontres abonnés, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Mais je trouve que c'est pas adapté, parce que souvent les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui ont du mal à dormir, des gens qui ont des problèmes dans la vie, parce que souvent quand on a du mal à dormir, c'est qu'il y a souvent une raison. Et du coup, c'est vraiment des gens qui nous regardent comme un peu comme des docteurs. Ils sont là, waouh, merci vraiment pour. Vraiment, il y a une affinité qui se crée avec les viewers particulière. Du coup, vraiment, ça crée lors des rencontres abonnés ou autres, ça crée vraiment beaucoup d'émotions. Des fois, il y en a qui nous voient, ils se mettent à pleurer d'un coup. Enfin, on a des réactions que moi, j'ai des amis qui sont créateurs de contenu dans le divertissement, qui ont pas le même rapprochement avec leurs viewers, je trouve. Ok. Et les jeunes qui nous regardent, enfin les jeunes, je dis à tout âge, qui veulent devenir youtubeurs, à quoi ressemble une journée typique d'un youtubeur à plein temps? En fait, il faut savoir se doser. C'est un peu comme un étudiant à la fac. C'est-à-dire que il y a personne qui va te dire, ok, aujourd'hui tu fais ça, aujourd'hui tu fais ça. Du coup, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont arriver à s'auto-gérer et d'autres qui ont besoin de quelqu'un qui leur dise, fais ça, fais ça, fais ça. Et du coup, il y a des fois des journées où il faut tourner, des fois on n'a pas d'idée, alors des fois il faut trouver des inspi. Voilà, il faut vraiment arriver à s'auto-suffire, en fait, à arriver à être autonome. Ça, c'est le plus dur. Donc, toi, tu es plutôt de quelle catégorie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'organisations? Est-ce qu'il y a beaucoup de... On voit au jour le jour, on travaille un peu à la dernière minute? J'aime bien travailler à la dernière minute. Ouais, bienvenue dans l'équipe. Non, mais c'est intéressant. Et en fait, aujourd'hui que tu es à temps plein, comment tu faisais avant, justement, parce que là, tu disais qu'il faut savoir se gérer. Avant, peut-être, est-ce que à un moment, tu as travaillé, tu as dû gérer YouTube à côté, ou est-ce que tu as toujours été focus que sur YouTube? Alors moi, de base, la rémunération YouTube m'a jamais vraiment intéressé. Une fois, on m'avait dit, genre, je crois que j'étais à peine majeur, on m'a dit, mais monétise ta chaîne, tu verras. Je suis ok. Et je me rappellerai mes premiers 200 € que j'ai gagné. J'ai gagné un virement de 200 €. Et moi, c'était un truc de fou, quoi. Dans ma tête, c'était Squeezie, ça y est, c'est parti, ça. Ouais, quand je l'ai dit à mon père était à 200 €, un truc de fou. Enfin, c'était vraiment c'était un truc de fou. Et puis, en fait, j'ai jamais vraiment voulu devenir créateur de contenu. J'ai toujours, avant, j'étais thérapeute. J'étais hypnothérapeute et tout, donc j'avais mon domaine. J'étais pas forcément attiré par créateur de contenu. Et puis c'est un jour, il y a pas si longtemps, il y a 3-4 ans, que voilà, on m'a dit, mais pourquoi tu n'essaierais pas de faire que ça? Du coup, voilà, je me suis mis un peu plus sérieusement et du coup, maintenant, j'arrive à en vivre. Ok, et du coup, tu arrivais vraiment à gérer la création de contenu, puisqu'on voit quand même que tu es très très régulier, etc. Tu arrivais à gérer donc ta vie de thérapeute, ta vie de créateur de contenu, ta vie perso aussi, sûrement famille, copains, etc. Des activités aussi à côté, loisirs. Tu t'organisais du coup beaucoup plus ou tu étais encore une fois de plus à l'arrache? Non, j'étais quand même assez organisé, je voulais pas tout mélanger. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y avait des abonnés qui venaient dans mon cabinet. Ils attendaient que j'arrive, etc. Du coup, c'était un peu compliqué, donc il a fallu que je prenne des décisions. Du coup, j'ai arrêté mon cabinet pour me consacrer qu'à YouTube. Parce que je pouvais pas tout mélanger. C'est dur d'avoir un titre. En plus, à l'époque, j'étais un peu jeune. Donc, un thérapeute assez jeune, c'est quand même plus cliché, plus agréable de voir un thérapeute vieux. On a tendance à penser qu'il a plus d'expérience qu'un jeune. Du coup, voilà, déjà que je suis jeune, alors en plus, il y a des abonnés devant la porte qui m'attendent. C'était pas adapté. Donc, il fallait faire un choix. Soit thérapeute, soit créateur de contenu. Pareil, à l'époque, je voulais aussi rentrer dans la police. Donc, j'ai passé mon concours dans la police, etc. Tout s'était bien passé. Sauf qu'ils ont capté que j'avais une chaîne. Ils m'ont trouvé, je sais pas comment, mais ils m'ont trouvé. Et du coup, ils m'ont fait comprendre, ils m'ont dit, c'est soit les vidéos, soit la police. J'ai gardé les vidéos, du coup. Très bon choix. Et d'ailleurs, maintenant que tu es depuis 3 ans maintenant, que tu es à temps plein et que tu as beaucoup plus de temps pour la création, est-ce que tu trouves que tu es beaucoup plus productif ou est-ce que tu es aussi de la catégorie qui trouve que quand on a plus de temps, on chill aussi beaucoup plus et finalement on produit presque moins?
Moi, j'aime bien me fixer des jours. Par exemple, moi, le lundi, j'aime bien tourner mes vidéos le lundi pour ma chaîne principale. Comme ça, au moins, je me dis qu'au moins, le reste de la semaine, je sais pas si je peux pas tourner parce qu'il y a un imprévu, parce que, je sais pas, il y a du bruit, parce que j'en sais rien. Bah, au moins, c'est fait. J'ai une petite sécurité. Donc, je tourne le lundi. Et après, dans la semaine, je fais mon montage, etc. J'ai un petit programme. Pas trop compliqué à respecter, mais on va dire, ouais, j'ai une ligne directrice, on va dire. T'es sur un rythme de combien de vidéos à peu près par Alors, ça une ou t'aimerait deux qu'un vidéos par mois, semaine? j'en ferais plusieurs par jour. Mais malheureusement, c'est quand j'en fais trop, pour les vues ou autre, malheureusement, on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas et c'est pas bien. Et les gens, ils n'arrivent pas à suivre toutes mes vidéos, ce qui est normal. Du coup, je suis obligé de me brider. Du coup, ma copine alterne, elle m'a dit, fais déjà 3 vidéos par semaine, c'est très très bien. Du coup, c'est ce que je fais. Je fais 3 vidéos par semaine. Je me force à pas en faire plus. Enfin, ça tiendrait qu'à moi, par plaisir, j'en ferais peut-être 2 par jour, mais c'est pas bien. Du coup, voilà, je fais 3 par semaine. Et après, sur ma chaîne gaming, j'en fais un peu plus. Je me fais plaisir, on va dire. Je me lasse un peu Et plus. justement, par rapport à ça, je comptais en parler tout à l'heure, mais par rapport à la chaîne gaming, justement, pourquoi pas faire une 3e chaîne où tu ferais beaucoup plus de contenu, peut-être à l'appel, où justement tu posterais, toi qui veux créer tous les jours, il y aurait cette chaîne dédiée où ce serait vraiment du contenu pour tous ceux qui veulent voir tous les jours, te voir tous les jours, alors que sur ta chaîne principale, tu garderais beaucoup plus ce rythme pour les autres. C'est ce que je fais sur ma chaîne gaming, du coup. Je fais des fois des vidéos qui sont pas du gaming. Ah, Voilà. ok. C'est un peu ma chaîne où je m'amuse, quoi. Voilà. Ok. Mais justement, par rapport à ça, t'as dit que quand on est créateur de contenu, il faut savoir se gérer, etc. Moi, par exemple, je rencontre le problème où le fait qu'il n'y ait pas de limite, c'est à mon détriment. C'est-à-dire que quand tu travailles, à 17h, c'est fini, il faut que tu rentres chez toi. Il y en a qui restent après, mais en général, on te dit, bon, les lumières, elles s'éteignent, il faut rentrer chez soi. YouTube, il n'y a pas de limite. Comment toi, t'arrives à gérer ça? Est-ce que t'arrives à te dire tout seul, bon, ça y est, j'ai assez travaillé sur ma chaîne cette semaine, je vais passer du temps avec mes amis, avec ma famille, etc. Ou est-ce que, entre guillemets, ça t'enveloppe toute ta journée et tu penses qu'à ça tout le temps? Je pense pas qu'à ça tout le temps, mais c'est vrai que c'est une passion aussi, quelque part. Comme je fais ça depuis tout petit, aujourd'hui, si tu m'enlèves YouTube, je savais pas quoi en faire. Parce que j'ai toujours fait ça depuis tout petit, en fait. Donc, c'est vraiment une partie de moi. Du coup, j'ai un peu mes routines. Et au final, j'ai envie de dire, c'est tout le temps que je m'occupe de ma chaîne YouTube. J'y pense pas forcément, c'est pas négatif. Mais c'est vrai que, par exemple, je me sais, à telle heure, il faut que je publie un short, un TikTok. Alors, des fois, je suis en soirée avec des potes, je mets les clips, je balance mon petit TikTok et tout. Donc, au final, ça prend tout le temps. Des fois, je vais live de minuit à 3h du matin. Des fois, le matin, je vais tourner. Donc, en fait, ça prend tout mon temps. Après, nous, c'est l'ASMR. Donc, l'ASMR, on va dire, c'est le soir, particulièrement qu'on travaille. Donc, voilà, ça prend pas forcément beaucoup de temps dans la journée, mais c'est régulier. Ouais, ça peut être un peu n'importe quelle heure, quoi. Même si à le soir, tu peux quand même tourner le matin, poster, etc., réfléchir. Par rapport à ça, on est dans une niche quand même ultra concurrentielle, la SMR. Ça fait des années, tu disais ça depuis que tu as 12 ans. Comment on fait pour rester motivé? Comment on fait pour continuer à créer, pour continuer à trouver des idées? Et si toi aussi, tu veux réussir sur YouTube et en faire un business viable, ou alors que tu es un professionnel et que tu aimerais accroître ton business grâce à YouTube, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. On va te donner toutes les clés. Alors, pour moi, je vois pas ça comme des concurrents, au contraire. C'est-à-dire que pour moi, la SMR, c'est une petite niche. Et honnêtement, les gens qui veulent faire de l'argent ou autre, ce sera pas dans la SMR. Parce que c'est vraiment une petite niche. C'est le but. Si vraiment tu veux avoir une belle audience grande, ce sera plus le divertissement ou autre qui va plaire. La SMR, c'est pas tout le monde qui aime, c'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit à écouter ou autre. Donc c'est une petite niche. Et moi je trouve ça super parce que c'est pas les gens qui font la SMR, c'est pour moi pas des concurrents, c'est des gens qui m'aident à faire connaître la SMR en soi. Donc c'est super. Parce que moi j'ai un ASMR, mais on va dire, peut-être que le mien va pas plaire à certaines personnes. Du coup il y a quelqu'un d'autre qui va faire un ASMR différent, qui va peut-être plaire à plus de gens. Et l'idée, voilà, c'est de faire connaître un peu cet état qui est agréable. Et pour créer autant, comment tu fais? Tu brainstormes toi-même, tu t'inspires de ce que font les autres, tu discutes peut-être avec des autres. Comment tu fais pour réfléchir à tout ça? Alors, c'est pas compliqué. Quand j'allume ma caméra, des fois je sais même pas ce que je vais faire. C'est de l'impro, mais t'as pas idée.
C'est que de l'impro. Il y a pas de ah tiens aujourd'hui je vais faire ça, ah tel il a fait ça, ah le jeu. Voilà, trop compliqué. Non, c'est vraiment que du kiff. Si un jour ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, mais je veux que ce soit et que ça reste que du kiff. Donc j'allume ma caméra, des fois je me dis tiens, un roleplay, voilà, ça fait longtemps. Ouais, et ça s'arrête là. Les recherches ne s'arrêtent là. Bah, c'est parfait pour une question que je voulais te poser parce que justement, tu fais beaucoup de roleplay et là tu me parles d'impro. Tu fais ça depuis que tu es petit, c'est une passion. Mais si tu englobes tout ça, on peut parler d'acting. T'as jamais été passionné par le cinéma, par la comédie, faire de l'acting, enfin faire quelque chose dans cette niche-là, dans cette branche-là? Bon, c'est un talent après. Moi vraiment je fais Ah oui, mais quand on fait autant de vues, quand on fait autant de vues d'impro et de roleplay, c'est un talent quelque part. Ah, je sais pas. Moi, acteur et tout, c'est vraiment on attend quelque chose de toi. Moi là, je suis tout seul devant ma caméra, ou même quand je stream, je passe sur les streams des potes et tout. J'aime bien devant une caméra, je suis à l'aise. Ça fait tellement longtemps que je suis devant une caméra, je suis à l'aise. Mais après de l'être acteur, je pense pas. Il n'y a jamais d'abonnés ou quoi qui t'ont dit pourquoi tu fais pas une carrière dans le cinéma ou quoi que ce soit? On t'a jamais fait cette réflexion? On me l'a déjà dit, mais comme quoi? C'est pas un truc que je vais pas de moi-même me renseigner. On a tourné à Canal+. On a eu notre propre émission sur C8. C'était super, très belle expérience. Un peu stressant, il y a une grosse caméra, qu'il y a des gens qui te regardent et tout. Mais c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Mais après, de moi-même, je vais pas chercher une carrière dans le cinéma. YouTube, ça me va, déjà. C'était une question d'ailleurs sur C8. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé sur C8? Parce que vous étiez plusieurs créateurs de contenu. Alors de base, on a fait plusieurs interviews sur M6, etc. Et je pense qu'ils ont dû se donner le mot entre eux parce que c'est eux qui nous ont contactés, qui nous ont dit « Ah, on vient de tel qui nous a contacté, donc une personne de chez M6. » Et elle nous a dit bah, « Pourquoi pas venir nous voir pour un projet ?» Ils ont un projet d'émission ASMR à la télé. Et nous, c'est assez intéressant. Alors, à la télé, on avait un peu peur. Pour se dire, la télé, bon, on connaît un petit peu, donc. Puis au final, c'était super adorable. Ils ont vraiment compris le concept de l'ASMR. Donc, ils nous ont mis un beau studio à côté de TPMP. On était juste à côté d'eux. Et du coup, on avait vraiment un studio vraiment très quali, vraiment impeccable, très gentil. Ils avaient vraiment compris le concept de l'ASMR. Du coup, on tournait une vidéo chez eux. Et ça passait, du coup, vers minuit, 1h du matin, sur C8, pour endormir les gens devant la télé. Ouais, ça remplace du coup ceux qui lisent les livres, parce qu'il y a un moment donné, sur C8, il y avait ça, il y avait une personne qui lisait un livre. Exactement, okay. Ouais. Stylé. Tom, quelle est la plus grande erreur que tu as faite lors de ton parcours sur YouTube et qu'est-ce que tu as appris? Oula, c'est pas évident. Plus grande erreur, je pense pas avoir fait d'erreur grave en tout cas. Le fait que je suis là-dedans depuis... Ah si. Disons que j'ai appris un truc, c'est qu'on peut pas dire ce qu'on veut. Parce que même si pour nous ça nous semble bénin, peu importe ce que tu vas dire, ça peut être mal pris ou autre. Donc c'est important de rester toujours objectif, toujours s'intéresser à tout ce qu'il y a autour et pas avoir de jugement sur quelque chose ou quelque chose. Par exemple, si vous allez dire, je sais pas moi, j'aime beaucoup ce pot, il est rose, ça me plaît. Ben il y en a forcément qui vont le prendre mal, qui vont dire pourquoi t'as dit ça comme ça. Et du coup ça peut créer beaucoup de polémiques pour pas grand chose. Donc il faut apprendre à rester objectif. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu facilement apprendre en étant thérapeute. Parce que quand j'ai fait mes études pour être thérapeute, ben justement un thérapeute c'est très neutre. Au final ça prend pas position, ça reste neutre. On n'a pas de jugement envers un docteur parce qu'il est neutre. Du coup là je me sers de ça parce que au final c'est très agréable quand on parle à beaucoup de gens, quand on reste neutre. Il y a même un meilleur dialogue qui se crée au final. Car si on prend position, il y en a certains qui peuvent se braquer ou autre, même si c'est pas pour faire des débats. Quand on parle, on a tous des positions. Donc c'est important de rester neutre. Ça, je l'ai appris il y a pas si longtemps. Ouais, ça dépend des créateurs. On a pu avoir Rage qui était totalement différent à ce sujet et qui avait besoin de prendre position et de donner son avis. Donc ouais, ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est très vrai. Ça dépend des niches, effectivement. Il y en a où, dans la tienne, par exemple, c'est très bien. Après, dans d'autres niches, pour se démarquer, je pense qu'il faut au contraire aller chercher les extrémités pour... ça fait des vues. Si on va chercher certains sujets... C'est exactement ça. Mais après, c'est pas... puis t'en as qui sont en demande, quoi. T'en as qui sont en demande de ton avis, d'avoir ta position là-dessus. Et après, forcément, ça génère du débat. Mais il faut toujours garder une ligne de conduite dans le respect, on va dire. Ouais, bien sûr. Tant que tu donnes ton avis avec respect, que c'est ton opinion,
Après, c'est toujours bien pris, même ceux qui sont pas d'accord avec toi. C'est ça, ouais. C'est important de rester à cet objectif-là. Et si tu devais aider quelques jeunes créateurs qui voudraient se lancer dans YouTube en 2025, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors à l'époque, j'avais créé un network où j'avais aidé pas mal de gens. Et le conseil, c'est l'erreur que je voyais le plus, le conseil que je vais à leur donner, mais vraiment, c'est de vraiment ne pas penser à la monétisation et aux stats. Ça, c'est pas évident à y penser, mais il faut vraiment pas y penser. Parce que j'ai remarqué que au final, les plus grands créateurs qui s'y vivent aujourd'hui ont grandi sans monétisation. C'était pas leur moteur principal. Jamais un grand créateur s'est lancé en disant je veux faire de la thune. Jamais. Au début, il a commencé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de monétisation sur YouTube, c'était un peu flou. Donc au début, on a tous commencé par passion, par envie. Et c'est comme ça, je pense qu'il n'y a plus aussi il y a pas de mal-être. Parce que si on pense qu'aux stats, qu'aux vues, bah du coup, on va se rendre mal. Ah, j'ai pas fait assez de vues, oh là là, mon Dieu. Et du coup, on va se rendre mal et puis on va se forcer à faire des vidéos. Et à partir du moment où on se force, je pense pas que ce soit le meilleur chemin à prendre. Alors que vraiment, c'est que du kiff. Moi, des fois, je me suis fait des délires en vidéo, en live ou autre. Eh ben, les viewers, ils suivent. Parce qu'au final, on voit qu'il y a un délire qui se crée, on voit qu'il y a du plaisir et ça suit. Donc, on va pas se forcer à faire une vidéo parce que tel a fait ça, donc moi, je vais faire pareil. Au bout d'un moment, je pense que ça marche pas et puis au final, on finit par se dégoûter et on finit par arrêter. Très souvent. Ça, j'avais appris ça il y a très longtemps, à l'époque où j'avais fait de la photographie. Il y avait des noobs qui achetaient un appareil photo le plus gros, le plus cher possible, avec le plus de boutons. Le problème, c'est qu'ils savent pas le faire marcher et du coup, demain, ça les dégoûte et ils arrêtent. Alors que quand on commence petit, on commence crescendo comme ça c'est plus adapté et puis on arrive à aller encore plus loin, je trouve. Ouais, c'est un syndrome dangereux, ça, effectivement. Après, j'ai pu persévérer là-dessus, mais c'est vrai que quand on commence à acheter direct le plus gros matos, moi je me rappelle, j'avais acheté une caméra à 1500 €. Après, heureusement, j'ai réussi à suivre. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens. Après, ça va finir sur le bon coin 2 mois après, parce que ouais, pas tous, mais il y en a quand même. Ouais, vaut peut-être mieux commencer avec un iPhone, voir ce que ça donne, comment tu te sens, est-ce que ça te plaît et tout, et après... Puis au final, en plus, la qualité n'a pas vraiment d'impact, pas trop, sur la qualité du contenu, en fait. Faut pas juger le contenu au contenant. C'est-à-dire que c'est pas que un streamer a un beau décor derrière qui fera plus de vues. Ça n'a pas de rapport. Même si on se dit, ah, j'ai des super overlays, j'ai une super caméra, non, c'est ce que tu proposes qui va intéresser les gens. C'est sûr que une bonne qualité de micro, ou une bonne qualité, c'est un plus. Même si aujourd'hui, je trouve que c'est l'inverse. On est en train de retourner dans une méta un peu l'ancien YouTube, où on se suit un peu avec le style vlog, un peu à l'ancienne. Ça, j'ai l'impression que ça revient de plus en plus. Avant, on était à l'époque de, on va dire, McFly et Carito, c'était gros montage de partout, plein de caméras, de la prod. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, les youtubeurs qu'on a aimés, c'est souvent des gens voilà qui avaient rien, qui se filmaient avec leur petite caméra. C'était assez, il y avait une proximité. Maintenant, les youtubeurs, ils ont plus de prod que la télé. Du coup, il y a un écart qui se crée et je m'aperçois que maintenant, j'ai l'impression qu'on essaie de retourner un petit peu comme ça, comme avant. Ce retour un peu à la spontanéité, à la simplicité, je suis totalement d'accord avec toi. Ça se voit même au niveau des miniatures, c'est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simpliste. Ça, ouais. Bon, après maintenant il y a l'IA aussi qui est rentré un peu dedans, mais j'ai la même vision que toi. Et d'ailleurs à ce propos, là où je suis totalement d'accord par rapport à tout ce que tu as dit au niveau de la passion, c'est quelque chose qu'on rappelle énormément quand tu fais pas les choses par passion et que tu penses avant tout à l'argent ou à te mettre dans une niche parce que justement il y a de l'argent et il y a des vues, tu tiendras jamais longtemps parce que au final, c'est vraiment la passion qui te permet de continuer au quotidien et de durer sur le long terme parce qu'effectivement, l'argent, ça met du temps à venir. Et au-delà de ça, il y a un autre truc sur lequel je voulais justement compléter, c'est l'exécutif est plus important que la réflexion. Évidemment que c'est important de planifier, d'acheter du matériel, d'essayer de tout préparer, d'avoir exactement. Mais le fait de faire, le fait d'être dans l'action, ça va te développer beaucoup plus, même si tu n'as pas le meilleur matériel, même si tu n'as pas les meilleures idées, même si tu n'as pas 10-15 idées de côté. Évidemment, c'est toujours un plus, c'est toujours bien, mais le fait de faire, déjà, tu es dedans, tu es dans le grand bain, tu t'es lancé, tu as fait, tu peux avoir du feedback. C'est beaucoup trop important de faire plutôt que de réfléchir, et il y en a trop qui réfléchissent, qui se posent 12 milliards de questions et qui au final ne se lancent pas. Pour se lancer, il faut se lancer, c'est bête, mais il faut faire. C'est ça, exactement. Justement, on parlait de matériel, de caméras trop chères, etc. Est-ce que tu peux nous décrire ton setup actuel pour enregistrer tes vidéos ?
J'ai du matos un petit peu. Alors ça dépend. Autant je peux faire des fois une vidéo avec mon iPhone et un micro-cravate pas très cher au final, du vlog. Autant que je peux faire des vidéos avec des micros un peu plus chers. Je crois que le micro que j'ai le plus cher, il coûte 1000 balles. C'est Neumann. Ah ouais. C'est vraiment très précis, c'est vraiment des trucs de studio. Donc c'est pas mal. Bon, après, il y a des micros qui coûtent beaucoup plus cher. Hein. Mais moi, à 1000 balles, je trouve que c'est très correct. Et j'ai une caméra, une Sony Alpha 7 qui coûte 2700, je crois. Donc c'est une très très bonne caméra. Et au final, je l'ai pris celle-ci parce que les caméras comme ça, elles sont assez intéressantes parce qu'elles font pas de bruit. Et pour l'ASMR, il faut vraiment une caméra qui fait pas de bruit. Et les grosses caméras, souvent, ils ont un ventilateur pour refroidir. Et ça fait du bruit. Donc c'est rare de trouver des caméras assez bonnes qui fassent pas de bruit. Ça, c'est rare. T'as pris ce micro-là à 1000 balles parce que c'était un très bon micro reconnu dans le domaine de l'ASMR ou c'était juste un bon micro qui fonctionne aussi comme le podcast ou quoi que ce soit? Non, c'est un micro de base, c'est un musicien j'ai un pote à moi qui est ingénieur, enfin qui teste tout ce qui est son, guitare et tout, c'est vraiment un mec de studio. Et il me dit mais pourquoi pour l'ASMR tu n'utiliserais pas ce type de micro, des Rode et tout? Je dis mais moi je savais même pas qu'il y avait des micros différents en fait, je connaissais rien. Et en fait c'est un micro qui sert à enregistrer vraiment l'accord des guitares et tout, c'est un truc très précis. Et du coup il me dit mais ça avec la voix c'est une pépite. Du coup j'ai essayé, je fais ah bah ouais. Du coup bah, c'est un peu cher mais ça valait le coup parce que c'est des micros un peu atypiques au final. C'est ça, on va pas utiliser ça pour chanter, sinon ça va saturer. C'est vraiment que pour les petites notes. Ok. Et est-ce qu'il y a une partie aussi montage un petit peu? Est-ce que tu rajoutes des effets sonores? Est-ce que tu enlèves certains bruits? Est-ce qu'il y a une partie un peu montage? Ça arrive que je rajoute des échos, une voix ou autre, hein. C'est possible. Mais souvent quand je monte ma vidéo, l'audio c'est important. C'est la base. Il y a plein de gens qui me regardent les yeux fermés au final. Donc l'audio a un impact. Ok. Alors, on va parler du sujet qui intéresse tout le monde, le sujet favori de nos auditeurs. Tom, quelles sont les différentes sources de revenus qu'on peut générer avec une chaîne YouTube ASMR? Différents types, oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a, si sur YouTube, on peut, il y a monétisation, donc c'est-à-dire les pubs ou Prime, ouais. qui en fonction des pubs qu'on regarde, ça génère de la moula. On a les lives avec les dons. Les dons, alors c'est un nom, c'est super, je sais pas quoi. Ah, les subs. Super chat, les super chat. Voilà, c'est super chat. Ouais. Donc ça, c'est un peu comme des dons en fait. Il y a il y a des subs aussi sur YouTube. Donc c'est le mode rejoindre. Donc c'est un peu comme Twitch au final. Et donc moi je n'utilise pas les rejoindre. Donc le sub, le super chat il est activé, mais je ne me sers pas tellement. C'est surtout la monétisation moi qui me fait vivre et TikTok. Ah, okay. TikTok, ok. Donc du coup, tout ce qui est partenariat, tout ça, tu rentres pas trop. Ça m'arrive d'en faire, c'est rare. C'est rare parce que les marques des fois elles sont reloues. Hein. Elles me disent Tom, alors tu vois moi je vais faire un partenariat pour je sais pas une marque de verre. Je fais ah oui mais on voudrait que tu refasses parce qu'au final le verre fuck tac c'est égal. Voilà, c'est rare quand je fais vraiment un partenariat, faut vraiment qu'il y ait avoir le feeling. Sinon, ça me saoule vite. Ok. Ah, je pensais qu'il y avait plus de partenariats et tout dans ce. Ah, on m'en propose plein, hein, mais j'ai la flemme hein, souvent. Ok. Du coup, les deux sources de revenus principales, ça va être les pubs que tu as sur YouTube. Et aussi, tu as mentionné que tu générais des revenus avec TikTok aussi. C'est ça. Au niveau d'ordre d'importance, TikTok, c'est quasi au même niveau que YouTube ou pour donner un ordre d'idée, c'est du 2 fois moins, 3 fois moins? Oh, c'est quand même 2 fois moins. Ouais. Bah, TikTok, c'est pas aussi gourmand qu'avant. Avant, il y a eu une époque où c'était très gourmand, mais ça a été nerf. Ça a été réduit. Et t'as plus de vues sur YouTube ou sur TikTok? J'ai plus de vues sur TikTok. Ouais, mais c'est vrai que le RPM, le RPM TikTok, il est catastrophique. Ouais. Mais du coup, côté travail, est-ce que TikTok, ça te prend autant de temps que YouTube ou est-ce qu'aussi, par exemple, tu travailles 2 fois moins sur TikTok que sur YouTube? Oh, j'en prends rien, TikTok. TikTok, moi j'adore faire des vidéos, donc personnellement, je passerai ma vie à faire ça. Donc YouTube, TikTok, c'est des formats assez courts en plus, donc ça va très très vite. Hein. J'en fais à l'appel.
Ok. Ouais, mais là, ça se voit. On a vraiment là toute l'image du créateur pur et dur. Lui, il est créatif, il veut faire des vidéos, il kiffe ça. Et du coup, les partenariats, tout l'aspect un peu business et tout, il veut pas du tout se prendre la tête avec ça, quoi. C'est vrai que c'est pas bien. Il y en a qui m'ont dit, prends une agence qui fera ça à ta place, machin. Oui, il faudrait que je le fasse, mais. Si ça peut, oui, ça peut être pas mal. Ouais, Par contre, il faut que l'agence capte vraiment comment tu es, ce que t'attends, etc. C'est ça, ouais. On a parlé argent, on aimerait parler quelque chose qui obsède les créateurs également, c'est les analytics, les stats YouTube. Est-ce que tu es quelqu'un qui plonge dedans, qui regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que quand tu regardes les rapports, tu te dis maintenant je vais faire mon contenu comme ça, je vais le poster à telle heure, etc. Ou est-ce que les stats tu t'en fous comme les partenaires et tu dis je crée mon contenu et puis c'est tout? À l'époque, je regardais les stats. Pour moi, c'est pas bien, mais je regardais les stats. Je disais, okay. Et là, j'ai commencé à me rendre mal. C'est la première fois que ça me le faisait. Je commençais à me rendre mal parce que, au final, YouTube, c'est comme TikTok ou montre, c'est instable. On peut pas faire que du pic ou ça varie. Et du coup, quand ça monte, ça va, c'est invincible. Mais quand ça descend, on se dit, ça y est, mon monde s'écroule, là, c'est la fin du monde. Et on se sent mal. Et du coup, ça a des impacts sur les vidéos au final. Ça se sent. Parce que du coup, on n'est pas aussi motivé, etc. Et du coup, un jour, je me suis dit, tu sais quoi, fuck, j'arrête de regarder les stats. J'arrête. Alors, forcément, il y a toujours des stats qui me tombent sous les yeux, mais je vais pas de moi-même les chercher, voir qu'est-ce qu'il faut, je fais ce que j'aime. Ouais. Et puis, des fois, ça marche, je suis surpris, des fois, ça marche pas, bon, tant pis. Mais, avec du feedback, je m'aperçois que quand moi, je me fais kiffer, souvent, c'est ce qui fait le plus de vues. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit à la fin. Mais c'est vrai qu'on se rend. Enfin, les gens, je pense, ne se rendent pas compte, parce que nous, on le vit en secret de notre côté. Mais c'est ouf. Voilà, la dernière fois, ma vidéo marchait, là, c'était le 31, en plus du nouvel an, donc c'était cool. Mais ma vidéo marche. Je suis arrivé à la soirée, j'étais pompé up, quoi. J'étais le smile comme ça, la banane. Et en vrai, malheureusement, alors c'est top, mais malheureusement, quand c'est à l'inverse, c'est vrai que ça pique, quoi. T'es vraiment pas bien et tout. Et ouais, il faut essayer de se détacher parce qu'effectivement, ça peut aussi avoir un impact négatif peut-être sur les prochaines vidéos que tu fais, sur ta motivation. Et malheureusement, il faut, plus t'es motivé, plus t'as la banane, plus t'as la patate, plus tu fais du bon contenu et ça se ressent derrière sur les stats. Ça rejoint ce que tu disais à la fin. Ouais, je trouve. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pouvoir déconnecter. Parce qu'on est dans un game sur YouTube où, entre guillemets, ta chaîne, c'est toi. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bouton off. Moi, je sais, par exemple, quand je suis en vacances, je suis au bord de la piscine, je peux pas, être que au bord de la piscine. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais me dire, mais ce serait bien que quand je revienne, je fasse telle vidéo. Et du coup, t'es tellement rattaché à ta chaîne que quand ça marche pas, t'as l'impression que c'est toi qui, en fait, t'as échoué. Et du coup, c'est vrai que c'est un bon parti de plus regarder les stats. Après, c'est peut-être un moment où tu peux te le permettre quand ta chaîne, elle a déjà explosé. Mais c'est vrai que des fois, au début, ça peut te dire, attention, là, tu vas pas du tout dans la bonne direction. Et il faut que toi, tu puisses les voir pour te dire, faut que je change. Par exemple, je sais pas, moi, quand tu vois que des gens qui regardent tes vidéos, c'est que des anciens abonnés, t'as pas de nouveaux abonnés. Donc là, t'es obligé de faire une stratégie, entre guillemets, pour aller chercher des nouvelles personnes, sinon ta chaîne, elle va mourir, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais rencontré trop ce problème. Disons que, comme je me tape des délires vraiment avec mes viewers et tout, y a des gens nouveaux qui disent, oh, il fait quoi lui? Et du coup, ça les intéresse et voilà. Donc au final, il y a un rythme. C'est vrai que, mais après, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de regarder les stats, mais juste, faut pas, je pense, ça rend malade. Ça rend malade, quoi. Voilà. Il faut savoir se détacher de ça. Ouais. Et on parlait de pause de vacances. C'est quand la dernière fois que t'es parti en vacances, que t'as pris une pause? Comment ça se passe un peu? Les vacances? C'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot, là? Non, en vacances, non. Généralement, quand je pars en vacances ou autre, je tourne des vidéos avant. Après, t'es à Montpellier, toi, t'es tout le temps en vacances, en vrai. Ouais, un peu. Ouais. Si je te disais de toi qui fais actuellement content de cette vidéo dehors, ouais. Vous êtes où? Aujourd'hui, c'est horrible. Force. Non, ça va, il fait beaucoup. Tant mieux pour vous. T'as dit que t'es un peu freestyle, t'es un peu, je fais ce que je veux. Ouais. Mais est-ce qu'avec le recul, tu peux nous dire quelles stratégies qui ont été le plus efficaces pour faire grandir ta chaîne à 470 000 abonnés actuellement? Parce que même si c'était pas intentionnel,
entre guillemets, avec le recul, te dire, ah, bah ça a vraiment fonctionné pour moi? Qu'est-ce qui a bien marché? Déjà, quand je me suis mis vraiment à plein temps sur ma chaîne, là, ça a déjà beaucoup mieux marché. J'étais beaucoup plus impliqué, j'étais plus proche de ma communauté, je faisais plus de vidéos, vraiment, j'étais plus impliqué, donc forcément, je pense qu'à partir de là, ça a un peu plus grandi. Puis du coup, j'écoutais aussi beaucoup les viewers, qu'est-ce qu'ils disaient. Il y en a plein qui disaient, ouais, Tom, fais des vidéos de 3 heures. Pour aider à dormir, c'est agréable. Du coup, j'ai fait ça. Et au final, mes vidéos qui atteignent les millions de vues sont quasiment que des vidéos où j'ai fait les roleplays de 3 heures au final. Donc au final, ils ont des bonnes idées. Et du coup, comme moi ça me fait kiffer, feu. Donc c'est bien d'écouter sa commu, je pense. Un petit conseil. Ouais, le feedback de la commu, c'est hyper important. Mais comment t'as fait une vidéo de 3 heures? Enfin, c'est fou. Au final, j'allume la caméra, puis je parle. Donc c'est un roleplay, beaucoup. C'est un roleplay en plus, ouais. Donc un roleplay de 3 heures d'affilée. Mais au final, c'est un peu comme les streamers qui streament pendant 3-4 heures d'affilée. C'est pareil. Sauf que moi, c'est pas en direct. C'est vrai. Okay. mais tu parlais de communauté, justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Comment ça se passe avec les gens qui te regardent? Parce que tu as parlé tout à l'heure du fait que vous faisiez des rencontres avec les abonnés, etc. Est-ce que tu as un groupe où tu parles avec eux? Comment tu as réussi à créer une communauté au-delà de tes vidéos qui a envie de te voir, etc. Tu as mentionné qu'ils allaient à ton cabinet. Qu'est-ce qui, selon toi, a créé cette proximité avec les gens qui te regardent? L'ASMR, c'est très intime. Au final, l'ASMR, c'est vrai que quand on aide quelqu'un à dormir, la personne te voit différemment. Il y a un lien qui se crée. Souvent, les gens, quand je marche dans la rue, ils me regardent, et puis dès qu'ils me reconnaissent, ça change. Ils me voyaient pas comme un mec connu ou un créateur de contenu. Non, ils me voyaient vraiment comme, je sais pas, comme un pote qui les a aidés depuis tellement longtemps, comme s'il me devait un truc. Alors que non. Donc vraiment, le premier truc qu'ils me disent, c'est merci, vraiment. Donc vraiment, l'ASMR crée un lien fort entre les abonnés ou autres. Et c'est pour ça que, dans le domaine de l'ASMR, si on mélange trop l'argent, je trouve qu'il y a pas ce côté émotionnel. Ça peut pas aller des deux. Donc c'est sûr que quand t'as envie, l'argent c'est important. Il faut vivre, il faut payer son loyer, c'est normal. Mais il faut pas que ça devienne une obsession. Ça rend malade, encore une fois. Il faut que ça reste un plaisir, je pense. Par rapport à tout ça, du coup, aux abonnés, aux commentaires, je suppose que tu as beaucoup de commentaires. Est-ce que tu essayes toujours, justement, pour garder cette proximité, de répondre un maximum? Et comment tu as pu gérer aussi, on le disait, la CMR, c'est un petit peu spécial. Il y en a qui peuvent se dire, qu'est-ce qu'il fait ce gars? Qu'est-ce que c'est? Comment tu as pu gérer un petit peu les retours d'un petit peu de haters ou de gens qui ne comprennent pas? Comment tu réponds en règle générale? Alors, c'est vrai qu'au début, mes premiers haters, c'était pas facile. J'étais en mode, putain, moi, c'est un truc cool, tu vois, pourquoi on m'agresse? Et puis quand j'ai fait ma formation pour être thérapeute, il y avait un exercice que notre prof nous a fait. C'est-à-dire que on était une classe, et il y en a qui sont plus introvertis, d'autres plus extravertis. Et donc la prof nous a demandé d'écrire notre meilleur ami, notre pire ennemi de la classe. Donc elle prend, c'est anonyme, donc elle prend et tout. Puis en fait, on s'est aperçu un truc, c'est que les gens introvertis qui disaient rien, qui parlaient pas, ils n'avaient pas d'ennemis. Mais ils n'avaient pas beaucoup d'amis. Et ceux, au contraire, on va dire les leaders, les chefs, et ceux qui parlent beaucoup, ceux qui s'expriment, ils ont beaucoup d'amis, tout le monde les connaît, mais ils ont beaucoup de gens qui les aiment pas. Parce que quand on donne son avis, on divise, toujours. Et donc, il n'y a pas de mauvais côté. C'est juste qu'en fait, par rapport à YouTube, plus il y a d'haters, et plus il y a de gens qui te voient, en fait, au final. Sauf que c'est ceux qui font le plus de bruit. Mais en réalité, 80% des gens, c'est des gens qui aiment bien ton travail, sauf qu'ils vont pas forcément en parler. Et puis au final, c'est un biais cognitif. Moi aussi, la négativité. C'est-à-dire que si on dit, ah, t'es beau, t'es gentil, t'es hyper drôle, t'es un gros connard, et t'es adorable, celui qu'on va retenir, c'est le négatif, au final. Donc voilà, donc ça, il faut s'arriver à s'en détacher, puis garder au final que le positif. Aujourd'hui, maintenant, ça m'atteint plus du tout, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut, au final. C'est sûr que les commentaires trop hard, ça banne, mais sinon, nous, dans les SMR, on n'a pas beaucoup, quoi. Ça reste une petite niche, donc ça va. Ouais, comme on dit, c'est quand tu commences à avoir tes premiers haters que c'est signe que tu réussis. Ouais, voilà. Et également une autre petite citation, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est vrai. Donc c'est en gros un hater, si tu le verras un petit peu plus, il fera un peu plus de bruit, mais en réalité il y en a beaucoup qui disent du bien à côté. Souvent sur Instagram, quand ils me parlent, ils me disent ah t'es une merde et tout. Je réponds, excuse-moi, si mon contenu te plaît pas, bon je vais essayer de m'appliquer. Non mais je rigole, c'est super. Enfin tu vois, ils sont quand tu réponds, ça, non. Donc ça va. On a beaucoup rencontré ça. Ouais.
J'avais une question aussi un peu comment dire, Technique. peut-être mentale, psychique. Le truc, c'est que dans les commentaires, tu le disais, c'est un peu de la thérapie, il y a une proximité et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, etc. Comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que je suppose que tu dois avoir pas mal de commentaires de personnes qui, ou même sur d'autres réseaux, sur Instagram ou quoi, qui sont plus proches de toi, en DM. Tu dois avoir sûrement des personnes qui se livrent à toi, qui t'expliquent un petit peu leur journée, voilà, ça va pas, qui livrent un peu leurs problèmes. Comment tu gères tout ça? Est-ce que tu réponds? Comment ça n'empiète pas trop sur ta vie personnelle? Il faut que je me bride. C'est-à-dire que si je réponds à tout le monde, j'ai plus de vie. Je passe littéralement, je reçois peut-être 200 messages par jour. En plus, c'est des gens, alors il y en a qui c'est des commentaires simples, adorables, mais il y en a qui me parlent vraiment de leurs problèmes. Mais le problème, c'est que si je commence à, alors il y en a que j'aide, que je parle sur téléphone, ça prend plusieurs jours. Mais si je fais ça pour tout le monde, je peux littéralement plus avoir une vie, parce que je passerai ma vie à écrire. Donc je me force à pas trop être sur mon téléphone non plus, sinon je passe ma vie dessus. Souvent je réponds à mes viewers, je peux pas répondre à tout le monde, mais le maximum que je peux, je réponds. Et puis souvent quand c'est des cas qui ont des problèmes et tout, bah, je les invite à consulter un professionnel qui sera plus adapté que moi à travers un écran. Et est-ce que ils t'ont jamais dit ouais non mais moi je veux pas un professionnel, je veux parler avec toi? Est-ce que tu as déjà eu par exemple des propositions financières où on te dit voilà pendant 1 heure je discute avec toi, je peux même te payer si tu veux, etc. Parce qu'ils veulent discuter avec toi et que ce soit toi qui règle leurs problèmes. Ça m'est arrivé dans ces cas-là. Là, comme je leur dis, ils créent une forme de dépendance envers moi. Mais ça, c'est pas forcément des gens qui veulent vraiment être aidés, c'est des gens qui veulent des retours de reconnaissance. Si tu veux être aidé, quand t'es malade, tu prends un médicament, mais tu le prends pas à vie, le Doliprane, tu le prends un petit peu. Là, c'est pareil, si tu veux que je t'aide, ben, ça va être sur quelques séances et après on se voit plus. Le but, c'est que tu sois indépendant. Si on se voit pendant 10 ans, c'est qu'au final, je suis pas un bon remède. Et les gens, voilà, ça c'était beaucoup plus au cabinet, mais ça m'arrive là aussi que sur les réseaux, il y en a qui veulent me parler, et je leur dis, je crée cette barrière aussi quelque part. Je suis obligé. J'aimerais connaître l'impact de ton catalogue, entre guillemets, sur tes vues mensuelles. Parce que là, tu as mentionné que tu as des vidéos qui ont atteint 2 millions, des vidéos de 3 heures. Sur tes vues chaque mois, quelle est l'importance des vidéos que tu as faites, je sais pas, il y a 2 ans, il y a 1 an, dans tes vues par rapport à celles que tu as postées ce mois-ci, par exemple? Les vidéos qui ont le plus d'impact, c'est les vidéos longues, très longues, les 3 heures ou autres, qui prennent soin des vues, mais à long terme. Au final, c'est pas d'un instant T, c'est en quelques mois, quelques années. Ouais, mais du coup, si par exemple là tu vas avoir tes stats de ce mois-ci ou des dernières 48 heures, combien de vidéos que tu as tournées il y a quelques mois, par exemple, elles sont encore en top des listes de tes vues, soit du mois, soit des dernières 48 heures, par exemple? Est-ce que tes vidéos, les nouvelles, entre guillemets, elles font plus de stats que les anciennes sur un mois donné, par exemple? Ça dépend. Alors, il y en a que oui. Il y a des fois une vidéo qui pop qui fait plus de stats qu'avant. Ouais. Mais généralement, c'est crescendo. Ça commence pas gros et puis après, dans les mois qui suivent, ça grossit beaucoup. Je sais pas si c'est pareil avec les autres créateurs de contenu, mais c'est vrai que nous, dans les SMR, il y a un côté récurrent. Les gens ils regardent la vidéo. Du coup, forcément, ça prend des vues à long terme. Ah, mais c'était ça ma question, parce que, par exemple, moi, quand je fais du sport, il y a un créateur de contenu qui prend des revenus par rapport à moi depuis 3 ans. Par exemple, à chaque fois que je vais courir, je mets sa vidéo échauffement. Et après, quand j'ai fini de courir, je mets sa vidéo étirement. Après avoir couru. Donc ce mec-là, tous les jours, je lui donne de l'argent. Ça, voilà. Et c'est pour ça que je me demandais, est-ce que toi aussi, t'avais ce genre de vidéo qui performait tous les jours, quoi? Ah oui, il y a des vidéos qui prennent des millions de vues, mais à long terme, des vidéos vieilles des fois des vidéos que même moi je me suis dit, mais c'est quoi comme vidéo déjà? Il y en a qui vont me dire, ah, cette vidéo, je l'ai vue 50 fois et tout. Bon, je suis là, ça date, c'est une vidéo qui date il y a longtemps. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté, dans les SMR, des fois, il y en a qui vont regarder une vidéo. Et la même, pendant un moment, hein. La même. Ouais. C'est cool, la puissance des vidéos intemporelles. C'est ça. Et en ASMR, ouais, en plus ta chaîne qui date depuis plusieurs années, il y en a des vidéos. Ouais. On n'a pas parlé des shorts. J'ai vu que tu en as fait. Quelle a été l'importance des shorts dans ta croissance? Est-ce que ça a vraiment fait exploser ta chaîne ou c'était juste un petit plus? Bah, les shorts, alors, en fait, je vois pas trop d'impact. Disons que je fais des TikTok et du coup, ben, comme c'est le même format, ben,
quitte à avoir fait la vidéo, ben, je le poste aussi sur ma chaîne. Voilà. C'est un peu un doublon que je fais. Mais je le fais aussi sur Insta et sur Snap. Je les mets partout. Voilà, parce que je me dis, au moins les gens qui n'ont pas TikTok, ben, sur ma chaîne YouTube pourront voir ce que j'ai à proposer. Pareil sur Snap ou sur Insta. Mais sinon, après, d'impact réel, j'ai pas vu d'impact réel des shorts. Genre, j'ai pas vu, ce short, waouh. Non, ça n'a pas. Surtout mes vidéos qui ont l'impact pour moi. Ok, c'est rare. J'aurais pensé que dans ta niche, t'aurais fait des shorts de quelques secondes, voire une minute, qui te ramènent, je sais pas, des milliers d'abonnés. Ah non. Bah, disons que la SMR en vidéo, c'est pas fait pour dormir. Enfin, ouais, c'est vrai. On s'endort pas une minute. C'est plus du divertissement ASMR, on va dire. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est plus des trucs un petit peu, comme on dit, tu sais, c'est... un peu rapide, un peu... Ouais, et c'est... Putain, j'ai oublié le terme, mais c'est vrai que le public que tu nous décris, la communauté que tu décris, ça a l'air d'être beaucoup plus adapté à du format long, où ils se posent vraiment devant le contenu long, etc. TikTok, et c'est pas vraiment une consommation rapide. C'est l'inverse. Sur TikTok, je fais vraiment un contenu, pas du troll, mais on va dire c'est de l'humour fast agressif. C'est de l'ASMR, mais le but est de se divertir, pas de se détendre. C'est satisfaisant, voilà. C'est le truc satisfaisant. C'est satisfaisant aussi, ouais. Et du coup, quels sont tes objectifs à long terme avec ta chaîne YouTube? Est-ce que, en début d'émission, Koba en a parlé, est-ce que tu veux parler d'acting, etc., peut-être autre chose? Est-ce que tu te vois encore faire ça pendant des années, ou peut-être tu as envie de faire autre chose? Bon, je pense que c'est bien parti pour que ça dure longtemps. Alors, mon objectif, ça serait avoir le million. Je l'ai bientôt sur TikTok et j'aimerais bientôt l'avoir sur YouTube. Je suis bientôt à 500 000, donc je suis bientôt à la moitié. Peut-être qu'un jour, peut-être, je sais pas. J'ai pas la prétention de me dire je vais l'atteindre, mais j'espère. J'ai l'espoir. Et avec la chaîne secondaire, est-ce que tu as des petits projets, des petits trucs qui se dessinent, une envie d'aller dans une autre niche ou de tester d'autres choses ou... Je voulais être pro gamer et je le suis devenu grâce à cette chaîne gaming, donc j'en suis très content. C'est un peu l'objectif que je voulais avoir. Atteindre une team e-sport, faire des compétitions, etc. Et c'est fait. Donc je suis vraiment très content par rapport à ça. Attends, là, tu gagnes de l'argent pour être pro gamer, c'est ça? Bon, je gagne pas beaucoup. Je suis pas un gros pro gamer. Hein. Je fais une petite team e-sport, mais j'ai le titre. Donc je suis content. Je me la pète. Ok. Il a balancé ça comme ça, comme si c'était normal, tu sais. Que pour le titre. Ok. Et c'est sur quel jeu exactement? Brawl Stars. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je vois, j'ai un pote même ma sœur, elle était à fond sur... Ouais, c'est un petit jeu téléphone, c'est pas League of Legends, mais bon, c'est bien. Bon, c'est un beau jeu. Pro gamer quand même, t'as le statut. C'est ça. Ok, donc on imagine que tu vas continuer à faire ça pendant des années. Et puis on te souhaite que ça te fatigue pas, parce que, comme t'as dit, il faut essayer de garder le plaisir, etc. C'est le plus dur. Je pense... Faut kiffer. Et je pense que tant que tu prends du plaisir, tu pourras pas être à court d'imagination. L'imagination et le plaisir, ça va ensemble. C'est le jour où tu vas te commencer à forcer, à réfléchir, que là, t'auras plus d'idées. Mais si tu prends du kiff, que du plaisir, les idées, ça vient, ça arrête pas. Mais comment t'arrives à garder cette mentalité au quotidien? Parce que, par exemple, Recoba et moi, on est très au courant de ce que tu viens de dire, mais au final, on ne l'applique pas tous les... C'est compliqué. parce que forcément, des fois, comme t'as dit, on a cette maladie des stats et on va se dire, ah, mais ça, j'ai bien aimé le faire, mais au final l'audience elle suit pas, et en même temps tu dis ça je m'attendais pas, mais au final l'audience elle aime bien, donc est-ce que j'en ferais pas plus? Mais au final, est-ce que c'est ça vraiment qui me donne envie de faire du contenu? Pas forcément. C'est ça, voilà. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, je pense que regarder les stats c'est pas négatif, mais pour moi on va dire il faut pas que je me mette trop là-dedans, quoi. Parce que c'est vrai que je pense un peu comme tout le monde, on est forcément plus ou moins attiré par l'audience, tout ça, donc c'est bien de prendre un peu de recul des fois. Des fois, je prends du recul. Je me dis, ok, qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Bon, j'ai envie de faire ça. Je fais ça. Bon, même si, théoriquement, d'après les stats, ça c'est mieux. Ouais, mais j'ai envie de faire ça, donc je fais ça. Puis au final, même si ça fera peut-être moins de vues que le YouTube Game attend, je m'en fous. Moi, je kiffe. Et si mes viewers ils aiment bien aussi, parfait. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à se faire, à prendre du recul sur la situation. Et ça fait du bien. Ok, mais c'est ce qu'on va viser cette année en 2025 peut-être. C'est pas évident de prendre du recul, mais il faut le faire. Je trouve. Ah, mais c'est quoi? Je crois que c'est toi qui disais ça récemment à Recoba, où tu disais
ouais, j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo-là, je la kiffais bien et tout, et au final, je fais une vieille vidéo, elle fait grave plus de vues. Ah ouais, bah arrive, ouais. Ouais, non, mais ce truc-là, il est horrible. Hein, mais... Je comprends. Mais bon, au global, je prends quand même plaisir, on va dire. Dans Ouais. tous les cas, tu prends quand même du plaisir. Donc C'est vrai que ça dégoûte un peu quand tu fais toujours une vidéo en 4K magnifique, ça fait pas de vue, puis tu fais une vieille vidéo et elle marche, tu fais mais pourquoi? C'est pas juste. C'est clair. C'est l'algorithme, et c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Merci d'être passé, Tom. Bah, merci à vous. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Sur YouTube, Tom ASMR, Snap, Instagram, TikTok aussi, Tom ASMR sur TikTok. C'est toujours Tom ASMR, hein. C'est jamais ce sera Benoît fait du DJ, non, c'est pas toujours plus ou moins pareil. Donc en tout cas, merci à vous de m'avoir invité, c'était super. C'était avec grand plaisir, c'était très passionnant et franchement, c'est bien de découvrir des nouvelles niches à chaque fois et peut-être que je vais commencer à m'endormir sur des vidéos comme ça aussi. Ah, tu verras, l'ASMR game français, on est chaud. En France, l'ASMR en vrai, on est chaud. Non, parce qu'avant qu'on se dise qu'on va t'interviewer, j'avais entendu parler de l'ASMR, mais j'avais jamais vraiment écouté des vidéos et tout. Et c'est vrai que c'est relaxant. Ouais. Moi, je me suis dit, ça avait une réputation de truc un peu, honnêtement, bizarre. Ouais. Mais au final, quand j'ai regardé, je dis ah non, bah en fait. Au final, il y en a qui écoutent de la musique pour se détendre, il y en a même qui écoutent les bruits des oiseaux pour se détendre. Tout ça, c'est de l'ASMR. En fait, tous les bruits du monde, c'est de l'ASMR. Et à partir du moment où il y a des bruits que t'aimes pas, bah il y a des bruits que tu vas préférer. Et c'est ceux-là. Je crois que la seule personne que j'ai rencontrée qui, elle, déteste l'ASMR, c'est une personne qui est née sourd. Et avec le temps, on est arrivé à avoir un appareil pour lui donner l'ouïe pour la première fois de sa vie. Et pendant une semaine, il a écouté les sons. Et ça l'a tellement frustré qu'il avait qu'une envie, c'était de l'enlever. Parce qu'au final, c'est trop pour lui. Donc lui, on peut dire qu'il aime pas l'ASMR. Parce que vraiment, tous les sons du monde, il aime pas. Mais quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui aime les bruits, certains bruits, bah, forcément, il est attiré par l'ASMR, par la relaxation. Ouais. Il a ce potentiel. Ouais, je le testerai, ouais. Parce que moi, je m'endors souvent avec un film que je remets en boucle. Donc pourquoi pas tester l'ASMR, c'est à tester. Ouais, bien sûr. Bah, on est tous réceptifs. Il faut trouver son déclencheur. Ça, c'est le plus dur. Ouais, du coup, on a un catalogue de des centaines de vidéos sur ta chaîne et sur partout. donc essayez de trouver votre déclencheur vous aussi et d'essayer de dormir sur de l'ASMR, voir si ça vous aide à dormir. Bah, on se dit à bientôt sur Créateur de Succès pour un prochain épisode dans une niche. On va encore essayer de vous surprendre avec peut-être, je sais pas, un alpiniste ou quelque chose comme ça. On aime bien faire des choses comme ça. Bah, Tom, on se dit à bientôt et puis likez, abonnez-vous à Créateur de Succès, à Tom ASMR. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle sur Esprit Dog, comment ils ont construit un empire à partir de leur passion pour les chiens, ou celle de Alex de Castro qui vit de sa passion pour le foot, et ça depuis Tokyo. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes.